Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour deux raisons. Soit que tu veux devenir consultant SEO en freelance, ou soit que tu veux connaître exactement combien Paul Vengeon gagne. Dans les deux cas, tu auras la réponse à la fin de cette vidéo. Donc pour faire une vidéo sur le sujet, comment devenir SEO en freelance, j'aurais pu essayer de faire une vidéo moi-même et te donner mon expérience en 2017-2018 de ma freelance, mais j'ai préféré faire appel à un vrai SEO qui aujourd'hui se permet de refuser des clients tous les jours. Ce SEO, c'est Paul Vengeon. Il a commencé il n'y a pas si longtemps que ça et pourtant aujourd'hui, comme je te le dis, il refuse des clients continuellement. Donc dans cette vidéo, on a repris exactement étape par étape comment devenir un SEO freelance en 2025. On est vraiment allé dans les détails. D'habitude, ce type de vidéos sur cette chaîne, elles font entre 10 et 15 minutes, voire 20 minutes maximum. On a discuté pendant 1 heure avec Paul. Pourquoi ? Parce que je me suis mis à la place d'une personne comme toi qui veut se lancer aujourd'hui. J'ai été cette personne en 2017-2018 quand j'ai commencé à avoir mes premiers clients en SEO et je me rappelle de tous les problèmes que j'ai rencontrés, de toutes les galères et c'est pour ça que je lui ai posé absolument toutes les questions en détail sur comment trouver sa niche, comment trouver son premier client, comment se former, comment onboarder un client, comment garder ses clients. On a vraiment tout repris de A à Z dans tous les détails. Donc si tu souhaites devenir consultant SEO, tu auras la réponse à 100% dans cette vidéo. Mais avant de commencer l'interview, pense à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, avant de partir, tu pourras cliquer sur les liens en dessous où on te donne notre guide complet pour devenir consultant SEO. Bienvenue Paul, c'est la deuxième fois que tu viens dans ce podcast. Ça me fait plaisir parce que ça fait, il me semble, 3 ans que tu étais venu ici et non, que tu m'avais invité sur ta chaîne et maintenant c'est à moi de t'inviter ici pour que tu nous expliques comment devenir un consultant SEO en freelance. Donc la première question, c'est qui tu es et comment tu gagnes ta vie aujourd'hui? Yes, bah, salut Florian, un grand plaisir d'être là. Moi, Paul Vengeon, ça fait 4 ans que je suis dans le SEO. Pour, dégrossir, en fait, j'ai commencé en freelance, par proposer des missions un petit peu simples, type de la rédaction et cetera. D'ailleurs, pour l'anecdote, je trouvais mes clients sur Facebook. Enfin, mes tout premiers clients, je les ai trouvés dans des pages Facebook, des groupes Facebook. Aujourd'hui, je suis prestataire, en gros, j'ai bossé, on va en reparler après je pense, mais j'ai bossé 1 an et demi dans une agence, SEO en alternance, ce qui m'a, appris pas mal de choses sur la presta SEO. Que ça soit sur des compétences SEO, pures et dures, mais aussi sur, tout ce qui est relations clients, avoir des process carrés et cetera. Et donc aujourd'hui, je fais de la presta, pour quelques clients en freelance tous les mois. Depuis pas mal de temps pour certains clients d'ailleurs et je communique pas mal sur les réseaux aussi. J'ai toujours parlé de SEO, pour me faire un petit peu connaître au départ et puis, maintenant ça me génère aussi des revenus annexes, à la partie, presta donc c'est top, quoi. OK, magnifique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, ton quotidien? Est-ce que c'est d'être un consultant SEO et ce que tu fais en général? Yes, vraiment comme je disais, j'accompagne des clients tous les mois, là, tu vois, il y en a un, ça fait plus de 2 ans et demi que je bosse pour lui, tout se passe bien. J'ai jamais vendu de prestat, comment dire? Figé, où la personne est obligée de rester en fait, engagée sur, 1 an, 2 ans ou quoi. J'ai toujours fait du mensuel sans engagement et ça se passe très bien et du coup, ouais, globalement, c'est ça quoi, c'est faire des prestats pour les clients, optimiser leur site. Donc ça passe par, différents livrables. Tu as l'étude de mots-clés, l'audit technique, tu as aussi tout ce qui est, brief de contenu, campagne de netlinking pour faire en sorte que dans le temps, le site se positionne de mieux en mieux sur les mots-clés, qui sont les plus stratégiques, les plus business en fait pour le client, quoi. OK, top. Donc maintenant, tu es, consultant SEO en freelance depuis des années. Est-ce que tu peux nous expliquer si, une personne regarde cette vidéo aujourd'hui, comment se former au SEO et comment apprendre les bases? Bah, déjà, je commencerai par dire qu'aujourd'hui, on a pas mal de ressources, gratuites qui sont, de bonne, valeur, tu vois? De bonne facture, comme on pourrait dire. Donc pour en citer quelques-unes, faut pas hésiter à écouter des podcasts. Il y a ce que je fais, ce que tu fais. Il y a aussi, tu vois, des podcasts comme les Wizards, qui sont vraiment top, Position Zéro et cetera. Ensuite, il y a aussi la partie, YouTube. Donc pareil, il y a ce qu'on fait tous les 2. Tu as aussi, la chaîne de Léo Poitvin, la chaîne de Romain Pirotte et cetera. Du coup, il y a vraiment du concret, je trouve, aujourd'hui. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que je fais sur la chaîne et ce que j'aurais aimé trouver à mes débuts sur la partie francophone un peu plus.
c'est du SEO un peu en partage d'écran, tu vois? Où la personne te montre concrètement comment est-ce qu'elle fait, comment elle analyse un site, ce qu'elle en déduit, les actions qu'elle va mener derrière suite à ce qu'elle déduit et cetera. Je trouve ça vraiment top et en fait, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de l'expérience que moi j'ai eue en agence SEO. Le fait de, justement, tu as un mec à côté de toi qui est senior, tu vois? Big up à mon manager, Max Dutru, qui a été au top, qui m'a trop bien formé et en fait, je sais pas, toi, tu es bloqué sur un point, bah, il va regarder ce que tu fais, tu vas regarder ce qu'il fait. Ah ouais, d'accord. Ah OK, tu passes ce site-là dans SEMrush et donc tu en déduis que c'est un bon site duquel obtenir un backlink parce que le site a ça, ça, ça comme indicateur. En fait, tu vois les manières de faire. Bon, tu te fais corriger et tout, ça, c'est pas possible sur YouTube, évidemment. Ça, faut plus prendre une formation, un accompagnement et cetera, mais donc je ferai ça, donc les podcasts, YouTube et après, quand même, s'entourer, vraiment, de manière directe de personnes, qui sont compétents, qui ont fait leurs preuves, dans le SEO, que ce soit, bah, via du coaching, en bossant dans une agence SEO. Enfin, je parle beaucoup des agences, mais en réalité, vous pouvez aussi rejoindre un annonceur, donc une boîte, je sais pas comme Decathlon et cetera, qui a un pôle SEO bien constitué. Ça peut être tout aussi formateur, voire même plus, parce que je sais que du coup, dans ce cadre-là, vous allez aller plus loin sur, bah, sur un peu tout, parce que vous allez vous occuper d'un seul site, donc forcément, vous allez tout faire de manière un peu plus poussée, détaillée, que ça soit sur les reporting, les contenus et cetera. Enfin bref, vous allez pousser tous les piliers au max, donc c'est pas mal. Après, vous avez pas l'avantage, de l'agence de se dire: «OK, j'ai, 5-10 projets sur des thématiques différentes et cetera» et du coup, il y a moins d'expérience, c'est un peu moins, moins diversifié, mais c'est tout aussi bien, je pense. Donc voilà, je pense, hein, honnêtement, c'est ce que je ferais, prendre une formation, pourquoi pas, pour gagner du temps aussi et pareil, avoir des retours un peu directs, pourquoi pas être dans une communauté, Discord, tout ça pour échanger. Je pense que c'est l'étape d'après, quoi. OK, donc contenu gratuit, donc YouTube ou podcast, apprendre sur les tas, donc soit on lance un site, soit on va dans une agence ou chez l'annonceur et on monte en compétences. Le fait de lancer un site, pour moi, c'est vraiment primordial, que la personne bosse, chez l'annonceur, ou en agence. Parce que même, tu vois, pour avoir bossé en agence, tu fais des recos SEO, mais le temps que le client intègre, il y a un délai qui peut être assez énorme et donc des fois, c'est compliqué d'attribuer, des résultats à une action précise. Alors que quand tu as ton propre site, ça va beaucoup plus vite. Tu as une idée, le soir, tu rentres chez toi, après l'agence typiquement, tu crées ta page et tu te mets un rappel, ou de checker les résultats, tu vois, 10 jours après et cetera, le temps que la page soit indexée et tu peux direct en tirer des conclusions. Je dis ça parce que j'ai pas mal fait ça moi, quand j'étais en agence, je bossais le SEO de mon site paulvengeant.fr et mon site de Way aussi, bon là que j'ai arrêté depuis le temps, mais et des fois je faisais des petits changements, tu vois? Je modifiais un truc dans le title typiquement. Je me disais: «OK, bah, je vais bien voir, quand Google aura pris ça en compte, je regarderai les résultats» et du coup, tu peux vraiment voir assez vite ce qui marche pas, tester des techniques et ça, c'est trop, trop bien, quoi. Donc je pense même, si vous bossez chez l'annonceur ou en agence, lancez au moins un site, quitte à publier une seule page par semaine ou quoi. En vrai, je pense que d'un point de vue formation, c'est vraiment top. Ouais, je te rejoins à 100. C'était exactement pareil quand j'étais à Paris et que je bossais en agence. C'était ça, je bossais toute la journée en agence. Le soir, je rentrais à l'appart, je mangeais mon petit plat, je préparais mon plat et je mangeais devant mon ordi et j'appliquais les trucs que j'avais appris la journée. Et ça, c'est trop bien parce que tu as ton salaire qui tombe avec l'agence. Du coup, tu as pas la pression financière, tu vois, sur ton site. Donc, tu peux avancer à ton rythme. Donc, ouais, très bonne idée. Tu parlais tout à l'heure des outils, donc tu as parlé de SEMrush. Quel outil tu utilises au quotidien d'un point de vue SEO, c'est-à-dire, pour le monitoring ou la gestion des clients? Ouais. Alors d'un point de vue SEO, j'ai beaucoup, beaucoup utilisé SEMrush. Honnêtement, on peut dire ce qu'on veut, bon, c'est cher et cetera, mais on peut faire quand même pas mal de choses dessus. Hem et en fait, je pense que c'est un peu je sais pas ce que tu en penses, mais parmi tous les outils, toutes les fonctionnalités, je trouve que, bah, un SEMrush, un Ahref, un Alloscan, c'est vraiment, la seule feature dont tu as absolument besoin, à savoir le fait de, entrer un site d'un concurrent typiquement et de voir ses positions SEO. Ça, sans outil, tu peux vraiment rien faire et je trouve qu'il y a d'autres outils, où, tu as pas forcément besoin d'autres features où tu as pas besoin de payer. Tu vois, pour suivre les résultats d'un client, en soi, si tu sais bien te servir de la Google Search Console, ça peut suffire. Pareil, si tu veux rechercher des mots-clés, tu peux utiliser le Keyword Planner, Google Ads.
C'est gratuit et tu peux trouver des mots-clés sympas. Tu auras juste des tranches de volume, mais en soi, ça t'empêche pas de faire du bon SEO. Pour optimiser un contenu, tu peux très bien uniquement te baser, sur la SERP et faire du bon travail. Ça demande de l'expérience et cetera. C'est pas intuitif au début. Mais voilà, tirer profit de tout ce qui est, Google Suggest, PAA, recherche associée, et puis toutes les features de la SERP en fait au sens large, les contenus des concurrents et cetera. Un peu de jugeote et puis, tu peux faire un très, très bon contenu. Mais vraiment, le fait de, analyser les performances SEO d'un site, là, sans outil, tu peux rien faire. Sans outil payant, bon, à part peut-être des peut-être des périodes d'essai, sur des outils, mais à part ça, je vois pas trop de moyens de le faire gratuitement. Donc ouais, en gros, SEMrush. Je vais de plus en plus aussi vers Alloscan, l'outil de Stéphane Madaleno qui est très cool. Alors, aujourd'hui, il est uniquement sur la partie, francophone, mais, je trouve ça hyper pertinent. Bah, justement, un outil qui se base sur la SERP et moi, je trouve ça, trop, trop bien. En gros, tirer, profit au maximum, de tous les indices, en fait, que Google nous laisse. Après, je vais avoir Majestic pour la partie, Majestic SEO pour la partie netlinking parce que c'est un outil spécialisé. Il a des features, vraiment, précises, comme le link graph, vraiment dédié au netlinking, que je trouve, très, très cool. Ensuite, bah, pour les suivis des performances, Google Search Console, Google Analytics, le tout, en général plugué dans un Looker Studio, donc anciennement Google Data Studio, pour, que le client ait une vision un peu, résumée des performances SEO. Ensuite pour la partie technique, Screaming Frog, pour crawler un site, repérer les erreurs techniques. Je vais utiliser aussi pas mal, PHP Insight, pour la partie web performance, qui d'ailleurs peut se plugger avec Screaming Frog. Ça c'est plutôt cool avec l'API gratuite. Et puis voilà, après j'ai pas d'outils, d'optimisation sémantique. En tout cas, je préfère me baser vraiment sur, l'intention de recherche, la SERP et cetera, et passer le temps que je passerai sur l'optimisation sémantique, le passer à juste créer une deuxième page optimisée. Hem et puis voilà, globalement, c'est ça. Tu parlais aussi en off tout à l'heure d'un outil que j'utilise toujours aussi et surtout pour faire des, audits très rapides Detail, l'extension Detail de Glennmont Lab. Ouais. Elle est trop bien cette extension-là. En plus, elle est assez visuelle, parce qu'il y en a d'autres qui font le même taf, mais juste elles sont horribles à utiliser, je trouve. Que Detailed, c'est un peu le Apple de l'extension, de l'extension SEO gratuite. Et ouais, bah, tant qu'on y est, Detailed SEO et l'extension Majestic SEO aussi que je trouve top pour analyser le netlinking comme ça, quand on visite une page, on ouvre juste l'extension et puis on voit combien de domaines référents a le site, la page en question. Et puis voilà, et puis en gratuit, alternative gratuite à Majestic SEO, à l'extension, je sais qu'il y a SEO Quake. Alors après, je sais pas à quel point c'est précis honnêtement, mais je l'avais utilisé, quelques semaines, mais si j'avais pas Majestic en payant, je pense que je prendrais ça. OK, trop bien. Bah, écoute, déjà, tu nous as donné pas mal d'infos sur comment apprendre, les outils à utiliser. Donc là, je pense que la personne qui regarde la vidéo, elle peut déjà bien s'entraîner. Et pendant cet entraînement, elle va se poser une question, c'est comment se différencier en 2025, comment devenir un consultant SEO à part? Bah, écoute, toi comme moi, je pense qu'on est au courant des bénéfices du personal branding et c'est vrai que j'utiliserai clairement ça. Faut savoir que à la base, pour trouver, des clients, on pourra peut-être en reparler, mais j'ai un peu fait, des trucs qui ne me correspondaient pas, type emailing, message automatisé LinkedIn, et aujourd'hui que j'ai le personal branding et que je vois ce que ça m'apporte, franchement, je pourrais que conseiller ça. Hem, Après je pense que du coup, personal branding, c'est bête, mais il faut que ce soit personnel, quoi. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens communiquer, mais assez peu de gens où au final tu vois vraiment leur personnalité, où tu te dis: «Ah ouais, cette personne-là, elle est sans filtre, ça se voit que c'est juste, sa personnalité, elle se force pas à faire des formats qui marchent». Et au contraire, je vois beaucoup de gens où, tu vois, sur LinkedIn, c'est facile de faire du LinkedIn, mais du coup, je trouve que des fois, je sais pas si les gens vraiment ils vont te suivre, à terme. Je pense qu'il y a 2, 3 ans, tu faisais du LinkedIn sur LinkedIn sans trop de personnalité et cetera, ça marchait parce qu'il y avait pas beaucoup de créateurs, mais aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font ça, peut-être même, qui ont suivi des formations similaires et cetera, hem, que ouais, je pense que c'est très important de vraiment faire ressortir sa personnalité. Moi, par exemple, je fais rien, je me force pas à communiquer, j'y prends vraiment du plaisir. Après, il faut toujours tenir un rythme, tu vois? Mais je veux dire,
Je pense que c'est important et à mon avis, les gens à la fin te suivent pour ça et aussi vraiment montrer ses résultats. C'est pareil, en fait, si tu as des résultats après, je trouve que le personal branding se fait tout seul parce que tu as juste à partager tes résultats. Sur LinkedIn, le post un peu comme ça, succès, achievement, il marche très bien, tu vois, en général. Tu montres un truc, «J'ai changé de poste, j'ai lancé ma boîte, j'ai eu des résultats sur tel site». Les gens sont contents pour toi et ça fait des posts qui marchent très bien, qui prennent 2 secondes à faire et en plus qui montrent que tu es, expert dans ton domaine. Et clairement, je ferais ça, en fait, et c'est comme ça que j'ai commencé. Je ferai en sorte de montrer, mon expertise sur les réseaux. Déjà d'avoir des très bons résultats, parce que de toute manière, tu vas pas parler de quelque chose que tu ne maîtrises pas ou enfin, si toi-même tu as pas confiance en ce que tu fais, au SEO et cetera, que tu sais pas de quoi tu parles, ça fait pas sens d'en parler et ça se verra de toute manière. Donc je pense déjà 1 avoir des bons résultats, 2 en parler, 3 montrer comment tu fais, un peu, sur les réseaux et cetera et je pense que déjà c'est très bien et donc globalement LinkedIn, YouTube, c'est un bon combo, avec, avec LinkedIn un peu pour le reach et YouTube plutôt pour, montrer, vraiment prendre le temps, fidéliser une audience et montrer ce que tu fais, quoi. Ouais, magnifique. Et toi aussi, tu avais fait ton site, Paul Vengeon, c'est ça, .fr, et tu l'avais utilisé pas mal en exemple pour montrer des achievements justement. Tu étais 1er, il me semble, sur consultant SEO ou dans le top 3? Alors en fait, consultant SEO, non, parce que c'est le mot-clé, métier informationnel. Donc j'ai quand même fait une fiche métier, consultant en SEO, mais tu vois, je dois être, je sais pas 15e, peut-être même moins. Par contre, j'ai été pas mal, bien positionné sur, freelance SEO. Tu vois, te enfin, ouais, top 5 dessus, depuis, plusieurs années avec des hauts et des bas, mais globalement, voilà. Agence SEO aussi, où j'ai beaucoup parlé, de ça. J'avais incité les gens à taper agence SEO, cliquer sur mon résultat et ça m'avait fait remonter, donc c'est assez drôle de voir mon site, à côté des grosses agences, de Paris, tu vois? Qui ont du budget et tout, c'est trop marrant et sinon c'était Je fais une petite pause, mais faites-le du coup, si vous regardez la vidéo, tapez agence SEO et allez cliquer sur le site de Paul, comme ça le fera remonter. ouais, parce que là, je crois que je dois être 6e, hein, c'est pas sérieux tout ça, hein. 1-2-3-4, bon ça va. Mais bon, ouais, voilà, agence SEO, freelance SEO et puis après aussi, parce que j'ai tapé tous les mots-clés locaux, un peu de ma niche, donc consultant SEO plus ville, agence SEO plus ville et j'ai eu des bonnes positions là-dessus. Alors pas en fiche Google, pas en fiche établissement Google, vraiment en page, HTML classique parce que je peux pas créer des GMB, tu vois, à l'infini, mais voilà et ouais, ça m'a servi de fou pour ma communication, vraiment, les gens ont bien kiffé et en même temps ça a un peu, assis «mon autorité» entre guillemets quoi, j'ai pensé ça aussi d'un point de vue réassurance prospect, et puis aujourd'hui, bah, ça roule bien, quoi. Magnifique. Et maintenant, du coup, que j'ai appris, que j'ai bossé mon personal branding, je suis pratiquement prêt à trouver un client, mais je me demande est-ce que c'est le moment ou pas? Pour toi, il faut combien de temps avant de devenir un consultant SEO ou en tout cas d'être légitime pour avoir un client? Bah, moi si je retrace, moi ça m'a pris 2 ans et demi à peu près je pense, parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire des trucs qui marchaient pas. Donc je t'ai dit que ce qui m'avait débloqué, c'était mon expérience, en agence SEO, mais en réalité, c'est pas arrivé, dès le départ. J'ai passé, pas mal de temps à faire, bon déjà des prestats, hors SEO et ensuite du SEO, mais de manière un peu décousue. Il y avait pas de réelle stratégie, pas de process et cetera. Tu me disais que toi, c'était un peu aussi le cas, avant que tu arrives en agence, tu apprends tous les process, tout est structuré et après en freelance, ça va tout seul. Donc je dirais, si la personne, dès le premier jour, elle fait les choses bien, je pense honnêtement qu'en 1 an, c'est possible et ça lui permet aussi d'avoir le temps d'obtenir des résultats, significatifs sur ses propres sites. Même si, on dans le pire des cas, tu vois, on se dit: «Elle commence pendant 6 mois, elle fait des choses, pas très optimisées d'un point de vue SEO». Bon, bah, il lui reste quand même 6 mois pour avoir des résultats déjà sur des premiers mots clés, un minimum concurrentiel et franchement ça le fait largement, je pense. Donc je dirais à peu près 1 an, honnêtement. Mais de toute manière, enfin vous le sentez quoi. Je veux dire, moi pendant pas mal de temps, enfin j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur, dans le sens où, je communiquais sur le SEO, mais pas de manière très poussée, tu vois? Je parlais pas trop de process, je montrais pas ce que je faisais en partage d'écran, parce que j'étais pas à l'aise avec ça et en fait, au bout d'un moment, quand tu fais plein de petits pré-audits de sites,
pour faire des propals, des devis, que, tu as déjà eu des résultats, assez cool sur plusieurs thématiques, que tu dis: «OK, j'ai déjà fait ranker un site e-commerce, j'ai déjà fait ranker un site de service», en l'occurrence le mien, paulvengeon.fr. J'ai fait ranker, je sais pas, un site d'affiliation et cetera. Sur à chaque fois des thématiques, tu dis: «Bon, c'est bon, je pense avoir compris à peu près, là, je peux prendre n'importe quel projet globalement et si j'y passe du temps avec de la bonne volonté, j'aurai des bons résultats, c'est sûr». Et à ce moment-là, tu le sens quand c'est bon, quoi. OK. Ouais, non, tu as complètement raison et du coup, je le sens, je suis prêt, je peux me lancer en tant que consultant SEO. Comment je fixe mes prix? Bah, ça, c'est la grande question, hein. C'est vrai que c'est pas évident au départ, hein. Tu te dis, «Ça vaut combien?» et cetera. Surtout au début quand tu as le syndrome de l'imposteur, tu te dis vendre une journée, limite vendre une journée 300 €, tu te dis: «Mais c'est énorme et cetera. Qui va payer pour ça?» Et donc en fait, moi, ce que j'avais fait, je m'étais pas mal renseigné sur Malte, donc j'avais juste tapé SEO dans la barre de recherche et je regardais les prix des gens parce que tu peux voir, gratuitement. Après, il y a quand même un biais à ça après coup, je préfère le préciser, c'est que Malte, les prix sont un peu tirés vers le bas, j'ai l'impression. Parce que c'est un peu, c'est tu es en concurrence et les prix sont affichés directement, donc ça peut, inciter à contacter des gens en pas trop cher et cetera. Enfin, je sais qu'il y en a qui tirent leurs prix vers le bas et je pense, il y en a peu qui tirent leurs prix vers le haut exprès, pour être, plus sexy, tu vois? À mon avis, ça marche un peu moins dans ce sens-là. Quoique ça peut marcher aussi, mais peut-être pas sur Malte du coup et donc voilà et je regardais donc je m'étais dit: «OK, ça me semble pertinent de commencer à 250 € par jour». L'histoire du TJM, vous êtes pas obligé de vendre du TJM au client. En fait, peu importe. Il faut juste que le client comprenne pourquoi il paye, exactement ce que vous allez faire et que pour lui, que vous que vous arriviez à démontrer la valeur de ce que vous vendez pour qu'il se dise: «OK, le prix affiché me semble cohérent et tout». Donc ça, c'est votre job, en avant-vente. Vous n'êtes pas obligé de vendre du TJM. Vous n'êtes pas obligé de préciser, voilà, l'étude de mots-clés, elle va me prendre 3 jours, donc le prix d'une journée, c'est tant, ça va coûter tant. Par contre, réfléchir en TJM, hem, avant de vendre, juste pour vous, vous gardez l'info si vous voulez. Moi, au final, je vends à peu près du TJM, mais c'est juste pour dire que c'est pas obligé. C'est hyper bien de réfléchir en TJM parce que vous vous dites: «OK, bah, voilà, dans mon mois, globalement, je vais pouvoir travailler peut-être 20 jours à temps plein, en enlevant les week-ends et cetera. Si je vends du TJM à peu près, je sais pas, 300 €, bah, voilà, en théorie, ça me fait 6 000 € de chiffre d'affaires. Je pense qu'au début, je vais pas pouvoir remplir toutes mes journées donc potentiellement, voilà, je peux peut-être, me fixer déjà, 3 000 € de chiffre d'affaires les premiers mois si j'arrive à trouver des clients et cetera. Mais je trouve que c'est toujours bien d'avoir, moi, j'ai toujours la vision d'un TJM minimal que je dois respecter, tu vois? Ça peut être plus, mais ça sera jamais moins, en fait. Je fais toujours en sorte que, ça respecte ce TJM-là. Aujourd'hui, tu vois, ce que j'ai dans ma tête, c'est 600 € par jour. Au début, c'était, 250. 250, je trouvais ça bien. Je voyais que globalement, parce qu'en fait, sur Malte, on voit le TJM et l'expérience des gens. Donc du coup, je me comparais, je me disais: «OK, bah, lui, en général, ceux qui font du SEO depuis moins d'un an ou moins de 2 ans, ils ont à peu près ça». Je trouvais ça cool. En plus, je faisais ça à côté de mon alternance, de mes études et cetera. Donc c'était pas non plus, je dépendais pas de ça pour vivre, c'était du bonus. Donc voilà, je me fixais à 250 et puis après, avec le temps, je me suis dit: «OK, mais là, quand même, quand je parle avec d'autres consultants SEO, je sens bien que je vais un peu, je vais quand même très loin dans par exemple, le livrable et les briefs de contenu. Le fait de faire des contenus qui répondent aux intentions de recherche, je me suis rendu compte que j'allais assez loin là-dedans, que du coup, ça me provoquait des très bons résultats et je me suis dit: «OK, je peux pas rester à 250. Maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis en agence SEO. J'ai quand même des compétences assez poussées, même d'un point de vue technique et cetera. J'ai eu des très bons résultats. J'estime que je «vaux plus» entre guillemets et après de fil en aiguille, ça augmente et ça augmente aussi, c'est aussi corrélé, je trouve, aux demandes qu'on reçoit. Évidemment, si on est dans le besoin, qu'on galère à trouver des clients, on va moins facilement se dire: «J'augmente mon prix, maintenant je vais vendre des prestats à 600 € jour». Que, si on reçoit, toutes les semaines, 3-4 demandes, dans ses emails, tu vois? Enfin, c'est en réalité, c'est logique. Donc voilà, je dirais qu'après ça évolue comme ça, hein. Carrément, il y a aussi un truc que je voudrais rajouter, c'est, pour, la barrière mentale, tu vois, du prix. Tu disais que tu as bossé en agence. Regardez combien ils facturent votre temps aux clients, parce qu'en général, c'est énorme. Comparé à ce que vous êtes payé en agence, ce que votre agence va facturer aux clients, c'est indécent. Donc, regardez ce prix-là et gardez ça en tête. Facturez pas ça dès le début, mais juste pour vous dire que c'est possible qu'il y a des gens qui peuvent payer ça.
et ça fait du bien mentalement. Ouais, tu fais super bien de le préciser parce que ça m'est pas venu en tête, mais c'est un point essentiel. C'est vrai que quand je suis arrivé en agence, c'est un truc qui m'a fait bugger. Je regardais les parce que l'agence, en général, elle te partage, les devis qui ont été signés pour que toi, tu fasses une prestation qui est liée au devis et cetera. Donc il y a pas trop de tabou par rapport à ça. Tu regardes les devis, c'est écrit, bah, voilà, prestation annuelle, 30 000 €. Tu fais: «Ah d'accord, bon, bah, super». Et globalement, pour ceux qui n'auront peut-être pas la chance de bosser en agence, faut savoir que, ouais, un TGM d'agence, c'est en général, je dirais minimum pour les grandes agences, minimum 800 € par jour, vraiment minimum. Et après ça peut vraiment monter jusqu'à 2 000 € par jour, pour des consultants SEO très seniors, sur des aspects très techniques et cetera. Pour des grands comptes, ça peut vraiment monter à 2 000 €, voire peut-être même plus. Donc c'est assez ouf. Après voilà, ils ont aussi beaucoup de charges et cetera, de toute manière, enfin, peu importe, mais ouais, ça casse bien ce truc-là. Je suis arrivé en agence et après, en fait, comme j'étais pas encore, compétent, je me suis pas dit: «Je me mets direct à 500 €», tu vois? Je me suis vraiment mis à 250, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Je pense que quelqu'un qui bosse pas en agence, il sait pas trop ça et potentiellement, il reste à 300 €, alors qu'il est très bon, quoi. Ouais, carrément. Carrément et pendant que j'y pense, on parle pas mal d'agences et on a parlé de formation et du coup de trouver un taf en agence. Je tenais à faire une petite aparté sur toutes les agences que moi je connais, peut-être tu pourras en donner, qui recrutent à tour de bras et si vous avez un petit peu d'expérience et que vous avez fin d'apprentissage et que vous êtes vraiment prêt, ces personnes-là seront prêtes à vous engager et je pense à North Star qui est à Lille, je pense à Green Tomato qui est en Thaïlande, contrat super cool. Je pense à Eskimos qui recrute à fond aussi. Est-ce que tu as d'autres agences en tête? Mais je sais que ces 3 là, elles font que recruter tous les jours. Donc, Ouais, ouais, clairement, de toute façon, toutes les agences en réalité, vous pouvez taper agence SEO, vous trouvez ma page. J'ai fait un classement des agences et en vrai, c'est des agences, qui se débrouillent bien et qui recrutent. Mais, pour citer comme ça, il y a SEO Monkey, l'agence, d'Antoine Verrière avec qui, je fais le podcast MVP. Pour discuter avec lui, il recrute pas mal. Après, c'est sur Lille en physique. Sinon, il y a tout ce qui est, Primelis. En fait, pour la petite histoire, Primelis, il y a pas mal de gens de mon agence. Donc moi, j'étais à l'agence web qui aujourd'hui s'appelle, AWI, donc l'agence web intelligence pour le côté, IA. Et il y a pas mal de de gens, qui bossaient à l'agence web qui sont partis à Primelis parce que, c'est une agence qui est un peu connue pour avoir des process, assez poussés et cetera. Donc Primelis, je sais que ça roule bien aussi, ça roule bien. Puis après, ouais, il y a d'autres agences, hein. Il y a, tu vois, Euplix aussi de Emmanuel de Vaumoret. Donc eux, leur but, c'est pas du tout d'être énormément de consultants. Ils sont plutôt en mode, équipe, petite/moyenne, full senior, mais j'imagine qu'ils recrutent, pas mal. Et puis voilà, après, c'est vrai qu'il y en a d'autres, hein, mais ça recrute bien, ouais. ouais, ça recrute à fond et c'est pour ça que cette vidéo est importante. Si vous voulez devenir consultant SEO, il y a vraiment du taf. Et dernier truc, Green Tomato et North Star ne sont pas des agences. C'est beaucoup plus poussé sur l'édition de site à proprement parler, mais le reste, c'est des agences où vous allez travailler avec des clients. Donc, top. Bah, écoute, on a bien fait la boucle sur l'apprentissage. Maintenant, comment je trouve mon client maintenant que j'ai fait mon tarif à 1 000 € la journée? 1 000 € à la journée. J'allais dire, moi, pour avoir testé pas mal de trucs, parce que du coup, le personal branding, c'est trop puissant, mais c'est assez long quand même. Si vous commencez demain, vous allez pas recevoir des demandes, à la suite de votre premier post LinkedIn, ou X, tu vois? Donc, moi, je dirais quand même les plateformes, de freelance, ça peut être pas mal. En tout cas, ça coûte rien de se créer un compte dessus, franchement. Vous prenez une matinée, vous créez un compte sur toutes les plateformes de freelance, qui existent. Donc, mon Malte, c'est un peu la base. Après, il y a tout ce qui est Freelance République, mais qui est un peu plus, premium et crème de la crème aussi. Donc c'est les 2 un peu premium où d'ailleurs, c'est pas sûr que vous soyez accepté, mais vous pouvez les tenter. Après, tout ce qui est, Fiverr, Comeup et tout, je recommande pas forcément, c'est plus pour des petites prestats, un peu cheap. Mais déjà Malte, Freelance République, crème de la crème, je pense qu'on est pas mal. Si vous êtes en groupe, n'hésitez pas à créer un collectif de freelance aussi sur, collective, .work. Ça peut vraiment bien marcher et franchement,
Alors moi, j'en avais un, mais avec des potes, mais on l'utilise plus trop parce que moi, j'ai déjà pas mal de demandes et tout. Mais ça peut attirer vraiment des clients, assez premium honnêtement. Des clients qui cherchent justement une alternative à une agence, potentiellement digitale SEO, qui veulent passer par des freelances et du coup, ça peut attirer des beaux clients. Donc ça peut être, moi je ferais ça, je prendrais une matinée pour poncer ça à fond. J'en profiterai aussi pour checker s'il n'y a pas un peu des annuaires, tu vois, qui référencent les prestataires et cetera. Je sais que tout ce qui est, il y a pas mal de sites même gouvernementaux qui référencent tout ça. En gros, voilà, me faire des fiches sur des sites comme ça, au moins c'est fait, après ça bouge pas. En plus, ça peut vous faire quelques backlinks si vous avez un site perso et ensuite, je pense que si je devais trouver un premier client, assez vite, déjà il y a des chances que les plateformes ça paye un peu et j'enverrais, je ferais de la prospection mais vraiment, manuelle et personnalisée à fond. Donc en fait, je passerais réellement, un site, dans SEMrush, je regarderais réellement ses positions et mon premier message, il y aurait déjà de la valeur dedans ou à minima, on verrait que je me suis intéressé au site et typiquement, je dirais, je me suis déjà imaginé faire ça, même si j'ai pas besoin aujourd'hui, mais je pense que je dirais, «Bonjour, je suis tombé sur votre site, par hasard. J'ai remarqué que vous étiez, je sais pas, 5e sur tel mot-clé». Donc évidemment prendre un mot-clé business, hein, qui peut apporter, du lead. Préciser que justement, bah, ce mot-clé, vu la typologie de la SERP, enfin peut apporter du cash, que, 5e, c'est une position qui est encourageante, mais qui permet pas de générer encore du trafic et donc des leads et que, avec quelques actions, que pareil j'ai identifiées, vous pourriez passer, voilà, top 3, top 1, peut-être en quelques mois et voilà, faire ça, soit prendre, une position précise, plusieurs positions précises ou simplement, envoyer un message en disant que voilà, vous avez repéré des erreurs techniques, qui en fait, limitent, les performances SEO du site, et pareil, bah, trouver des trucs en fait. Donc j'arriverai déjà avec de la valeur comme ça. Ensuite, je ferai un call avec, cette personne-là si elle est intéressée. Je pense que, je sais pas, si on prend une matinée par exemple, à mon avis, des messages comme ça, vous pouvez en envoyer peut-être une dizaine. Vous pouvez utiliser, l'extension hunter.io par exemple pour trouver les emails des gens, qui sont liés, au site que vous analysez. Pareil, en gratuit, ça peut marcher. Je sais plus il y a combien, il y a 25 recherches par jour, je sais plus, un truc comme ça. Mais, ça peut marcher. Vous pouvez aussi faire une demande de connexion avec un message personnalisé sur LinkedIn. Ça pareil, il y en a combien par jour? 5 je crois. C'est gratuit et après, bah, faire un call, dire que voilà, si la personne est intéressée, enfin déjà se présenter et tout, démontrer sa valeur, dire que si la personne est intéressée, bah, vous pouvez tout à fait lui faire une proposition d'accompagnement personnalisé avec un pré-audit encore plus poussé, et puis voilà, dire que le SEO ça se travaille dans le temps et cetera. Enfin bref. Donc je ferais ça. Je pense, une démarche très qualitative où vous montrez que vous savez de quoi vous parlez. Faut pas hésiter aussi à tout le long de l'échange avec le prospect à démontrer des résultats. Même suite à un appel, renvoyer un email, voilà, si jamais, en attendant que je vous fasse la propale, voici les résultats SEO que j'ai eu sur mon propre site. Envoyer un petit screen des positions. Je pense que franchement ça ça fait jamais de mal, et puis je pense que comme ça je trouverai, des 1ers clients, assez cool, hem et que ça paierait, ouais, à mon avis. Ouais, très bonne idée. Et j'ajoute une idée que j'avais, utilisée, qui a vraiment, vraiment bien marché. Je l'avais piqué à Glenn Haslop d'ailleurs. C'est, j'avais fait un site où en gros je proposais des mini audits de 10 minutes en vidéo et je faisais payer ça 40 € et je donnais 50 à une association. Et en gros, sur le site, à chaque fois que, que je faisais un don à l'association, je montrais ce don, je montrais le screenshot de l'envoi et j'avais un compteur sur, combien on a déjà donné. Et du coup, j'avais contacté, des personnes, par exemple, vous pouvez contacter Paul ou moi pour demander à partager ça, parce que je trouve ça cool. J'avais demandé à Gaël Breton d'Authority Hacker qui l'avait partagé et j'avais eu énormément d'audits comme ça de, 10 minutes où tu donnes juste de la qualité, enfin 10 minutes qui tombaient à 30 minutes à la fin, mais ça permet de se donner de la visibilité tout en faisant une bonne action. Donc ça a super bien fonctionné aussi pour, pareil, montrer, ses compétences, quoi. OK, donc j'ai trouvé mon premier client. Il y a une question que j'avais pas préparée, mais que je vais te poser. C'est quoi le process
Toi, tu parlais de call, donc tu as un call directement avec la personne avant de signer le contrat, c'est ça? Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Clairement, bah, de toute façon, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je reçois, des demandes, en général par email, que ça vienne de mon SEO, de mon branding, les gens arrivent sur mon site et remplissent mon formulaire. Hem, Si je décide de prendre le client, moi personnellement, parce que j'ai de la dispo et que le projet m'intéresse, bah, je fixe tout de suite un call. Donc c'est un appel où je me présente, où je dis globalement comment ça se déroule une presta SEO. Je parle des grandes étapes, des prix moyens aussi de mes clients. Comme ça, je filtre direct. Tu vois, je demande si, «Est-ce que vous avez une idée de budget?» «Oui, non, d'accord. En tout cas, sachez qu'en moyenne, mes clients dépensent tant. Est-ce que vous, ça c'est un budget qui vous parle?» et cetera. Pour direct, un peu qualifier le lead. D'ailleurs, sur mon formulaire, j'ai déjà un on peut déjà renseigner une tranche de prix, si la personne avait déjà en tête d'investir, tant, tant, tant. Bon, ça passe pas tout le temps, mais des fois, il y en a qui ont du budget et qui le mentionnent tout de suite, donc je vois direct que c'est un beau projet, donc on va pouvoir faire de belles choses. Donc on parle de prix. Non, en fait, c'est un formulaire, c'est un forme, en bas de mon site, en fait. Et il y a tout simplement un truc: «Est-ce que vous avez une idée du budget? Oui, non, et si oui, combien?» quoi. En gros, c'est ça. Hem, donc parler budget, dire comment ça se déroule et aussi parler, ressources, internes. Est-ce que vous avez un rédacteur? Qu'est-ce que vous avez déjà fait d'un point de vue SEO? Est-ce que vous avez un développeur potentiellement pour intégrer mes recommandations techniques? En fait, je parle de tout ça et à la fin je dis: «Bah, voilà, si ça vous intéresse, je reviens vers vous dans les prochains jours avec, une présentation, complète, avec un pré-audit un peu plus poussé, une proposition tarifée». On va pouvoir aussi parler un peu, bah, deadline et cetera et puis, voilà, je fais une propale, un peu plus poussée, là-dessus, je présente la propale. Ensuite, si la personne est partante, je la relance par email et cetera. Si elle me dit: «On y va», bah, je formalise la propale sous forme d'un devis, j'attends la signature et puis après on commence. Magnifique. Je suis ton client, j'ai signé, comment tu m'onboardes maintenant? Alors du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai un formulaire, que j'envoie toujours, pour qui fait un récap écrit des grosses infos. Donc j'envoie direct un formulaire. Ça permet de faire un rappel un rappel un peu figé sur les objectifs, business du client. Par exemple, s'il a différentes activités, qu'est-ce qui lui rapporte le plus de chiffre d'affaires? Quelles sont ses priorités? Un rappel aussi sur ses ressources. Est-ce qu'il a un rédacteur? Est-ce qu'il a un développeur? Normalement, je l'ai noté, mais tu vois, c'est toujours bien de faire un gros rappel là-dessus. C'est aussi un formulaire qui me permet de leur faire un rappel de me donner accès à leur GSC, à leur Google Analytics et cetera. En gros, il y a ça et après, bah, tout simplement, on commence, par les 1ers livrables. Donc en général, il y a 2 devis qui ont été vendus. Le premier devis, c'est le devis setup avec étude de mots-clés et audit technique, et parfois audit de netlinking, mais c'est plus rare, vraiment sur les SERP très, très concurrentiels. Et en général, du coup, je commence par, l'étude de mots-clés. Donc se dire: «OK, maintenant, le but, c'est d'identifier absolument tous les mots-clés, en tout cas tous les mots-clés business les plus prioritaires qu'on va venir cibler via la campagne SEO». Donc je fais ça, ça prend pas mal de temps. Des fois, j au final, je termine avec une liste de, 400 mots-clés, tu vois? C'est possible. Si on est sur un e-commerce qui vend beaucoup de produits, c'est typiquement ça. L'audit technique, donc là pareil, Screaming Frog, on va aller chercher, et cetera. Je présente ces 2 livrables-là, en général soit en Loom, soit en visio directement. Ensuite, l'audit technique, enfin l'étude de mots-clés, déjà le client doit valider les mots-clés. Donc, j'ai listé les mots-clés, mais il y en a peut-être qui veut pas cibler pour X ou Y raison. Comme ça on part sur une bonne base. L'audit technique, je lui présente, ensuite le développeur intègre et moi je recette tout ça. Donc je suis l'intégration, faut que je fasse gaffe que tout soit bien intégré et cetera, pour qu'à la fin, bah, tout soit OK. Et ensuite, on arrive plutôt sur le mensuel. Donc cette première phase, elle se fait en un mois ou 2, en fonction aussi du budget du client. Des fois, je propose 2 mois, comme ça, il peut lisser, sur 2 mois le budget, pas plus, parce qu'après on perd trop de temps. Et le mensuel, bah, après, c'est des briefs de contenu tous les mois, sur chaque mot-clé, par ordre de priorité business et SEO. C'est une campagne de netlinking, on va acheter des liens tous les mois, on va gagner en autorité aussi, via des recos hors netlinking type, branding, et puis du reporting mensuel et de la communication client. Au quotidien, je parle énormément avec mes clients sur, WhatsApp. En fait, je fais pas mal de WhatsApp et de Loom. Comme ça, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'appels. Je fais pas énormément d'appels en réalité. Ça fait beaucoup WhatsApp, Loom
et des emails mensuels récapitulatifs de toutes les actions qui ont été menées à chaque fin de mois et aussi reporting SEO d'un point de vue résultat. Comparer les résultats du mois par rapport à ceux du mois précédent, faire un peu une vision globale des performances SEO sur les derniers mois et cetera. Si on est sur une augmentation, bah, dire pourquoi ça augmente, c'est quoi les mots-clés, quels sont les mots-clés responsables de l'augmentation. Si on baisse, pareil, quels sont les mots-clés responsables de la baisse, pourquoi? Est-ce qu'il y a pas des choses à faire pour rectifier le tir et cetera? Et donc dans tous les cas, voilà, WhatsApp, email, Loom et Visio, quand c'est nécessaire aussi, évidemment. Ouais, tu as dit un truc, au début, c'est que tu demandes dès le début, dans le formulaire, tous les accès et ça, d'un point de vue client, c'est hyper important de le faire parce que c'est vraiment, vraiment chiant de devoir revenir, tu vois, une personne, un consultant qui vient vers toi et qui te demande toutes les semaines un accès à une nouvelle chose, Google Search Console, ensuite Google Analytics. Je trouve que ça fait vraiment un manque de professionnalisme. Donc, dès le début, comme tu dis, avoir une liste et où vous demandez vraiment tous les accès d'un coup. Comme ça évite les allers-retours et la perte de crédibilité. Et tu en as parlé un peu, enfin, tu as un peu répondu à la question, mais maintenant, comment tu les fidélises et comment tu les gardes sur le long terme, ces clients? Bah, clairement, là, c'est comme dans un couple, hein, c'est la communication. En fait, je pense qu'il faut vraiment avoir des résultats SEO. C'est important, mais en fait, c'est presque moins important que la communication parce qu'au début, ce qui va faire qu'un client va rester, en général, c'est pas les résultats SEO puisque le temps que vous mettez ça enfin, que vous mettiez tout en place, tu vois, le temps de faire l'étude de mots-clés, l'audit technique, en général, ça apporte pas de résultats SEO directs, sauf si, il y a des gros points tech, qui sont soulevés, mais sinon, voilà. Le temps de faire les premiers briefs de contenu, que les équipes en interne rédigent, intègrent ça dans le site, de repasser dessus et cetera. Il peut y avoir, peut-être, je sais pas, ça se trouve, 4 mois avant qu'une première page SEO optimisée soit créée, tu vois? Donc au final, ce qui fait que le client reste, surtout les premiers mois, ça reste plutôt l'aspect communication. En fait, il faut absolument qu'il sache pourquoi il paye. Pareil, limite, il faut que vous puissiez arriver, à justifier le moindre backlink acheté, pourquoi j'ai acheté, pourquoi il a coûté 20 € et cetera. Ça m'est jamais arrivé, tu vois, ce niveau de justification, mais il faut que tout soit absolument hyper clair, que le client sache exactement pourquoi il paye. Donc vraiment, tout simplement tout expliquer. Le SEO, c'est hyper chiant comme domaine quand on ne connaît pas. Le client qui connaît vraiment pas, il y a plein de définitions, il y a plein de trucs, il va même pas savoir ce que c'est qu'un backlink. Donc après, c'est à vous de tout expliquer, absolument tout. Et de faire comprendre que voilà, ce qu'ils payent mensuellement, c'est vraiment utile, qu'à terme, le but, c'est d'aller chercher des mots-clés business et cetera et je pense que c'est vraiment ce qui fait rester et aussi, moi, je suis vraiment hyper transparent. C'est-à-dire que même en achat de liens, tu vois? Le client, il peut accéder à un Google Sheet où il voit exactement quel lien j'ai commandé, combien a coûté chaque lien et cetera et je sais que dans certaines agences, c'est pas forcément le cas, tu vois? Ils facturent, Presta Netlinking 1 000 €, tu sais même pas sur les 1 000 €, ce qui a été dépensé en achat de liens et ce qui plutôt, va pour la marge de l'agence. C'est un peu flou. Je pense que la transparence, c'est quand même la base de la base. Donc qu'ils sachent exactement, comment ça se passe, quels sont les résultats, quelles actions, vous avez menées, combien ça a coûté. Et puis tout expliquer quoi. Franchement, et WhatsApp, c'est très, très bien pour ça. WhatsApp ou Slack, tu vas avoir un truc de messagerie instantanée. Je trouve que c'est très cool parce que par email, j'avais un client, par exemple, on communiquait que par email et tu vois, je trouve que ça met une distance parce que tu parles que par email, même si tu fais un appel de temps en temps, je sais pas, WhatsApp, tu sais que la personne, elle est active, qu'elle va te répondre, qu'elle va t'envoyer un vocal, que s'il y a une urgence, elle est là et donc la personne, elle a vraiment l'impression, enfin, c'est pas une impression, c'est la vérité. Elle a accès à un consultant vraiment, presque, tu vois, 24/24, enfin, en tout cas, sur les horaires de travail et je pense que c'est important, franchement. Ouais, moi, d'un côté client, c'est vrai qu'il y a pas un client, enfin une agence avec laquelle je bosse pour toute prestation, avec qui je communique pas sur WhatsApp. Pour moi, si c'est email, ce serait vraiment un red flag dans le sens où, il faut vraiment de la flexibilité et les emails, je trouve que ça permet pas ça et surtout avec le flot d'emails que tu reçois aujourd'hui, avec toutes les newsletters de Paul Vengeon, de Florent Darroman, tu les vois pas passer donc non, il vaut mieux WhatsApp, tu as raison et comment tu gères au-delà de donc tu peux parler logiciel aussi, mais comment tu gères ton activité pour, rester productif et t'organiser au quotidien? Alors moi, gros big up à Antoine Sarrazin, c'est mon pote et il m'a fait découvrir, il y a maintenant peut-être 2 ans, Todoist.
qui est une to-do list, gratuite. Enfin, en tout cas, vous pouvez l'utiliser gratuite en illimité, faut juste pas avoir trop de projets, mais bref. Et ça, vraiment incroyable. En fait, la to-do list, pour moi, c'est vraiment essentiel. À la base, j'avais testé plusieurs trucs, to-do list, papier. Ensuite, j'avais testé quoi? C'était ZenKit, je crois. Quand je bossais en agence, on avait, ClickUp. J'ai testé plusieurs trucs et Todoist, je trouve ça trop bien et en gros, ce que j'adore, c'est que bon, déjà, c'est gratuit. Enfin, il y a une version gratuite très généreuse et ça permet de mettre, aussi des tâches, récurrentes et moi, je fonctionne que en tâches récurrentes, tu vois? Faire des briefs de contenu, c'est récurrent, les campagnes de netlinking, c'est pareil. Même pour d'autres trucs, niveau création de contenu, tourner la vidéo YouTube le mercredi, c'est récurrent et j'aime beaucoup me fixer comme ça des habitudes, hebdomadaires, à respecter dans le temps. Bah, enfin, on parlera peut-être, si on a le temps de sport un peu, mais c'est le même délire et Todoist, vraiment j'adore. J'adore pour ça. Donc je fonctionne beaucoup, beaucoup là-dessus. Tu vois, ce qui est cool, c'est que j'ai une vision client par client, type, voilà, je bosse pour tel client, voici toutes les missions associées, dans le temps et j'ai la vision, bah, vraiment journalière de la to-do list, du jour et donc ce que je fais, c'est que, je pars d'une base de tâches que je dois faire dans le mois. Ensuite, je les organise, à chaque fin de mois, je les attribue, au mois d'après, semaine par semaine, tu vois? Dans les grandes lignes, voilà, semaine 1, je ferai ça, 2, 3, 4 et à la fin de la semaine, j'attribue les tâches de la semaine suivante jour par jour. Comme ça me permet de tout bien programmer, mais un peu, sur le vif quand même, quoi. Parce que, faire du jour par jour, d'un mois à l'autre, c'est impossible. Tu as forcément des aléas qui font que ça te décale un peu tout et cetera et comme ça, je trouve ça très, très cool. Donc, Todoist, pardon, sans le L, vraiment, vraiment top et puis, ensuite, pour tout ce qui est prestat client, ça va être beaucoup du Google Sheet honnêtement. Moi, j'aime bien faire ça, tu vois, aller, pardon, à l'essentiel. Je sais qu'il y a des agences qui font beaucoup de Google Slides, de PowerPoint et cetera. Moi, c'est pas trop mon délire. Je préfère, aller vraiment, dans le brut. Le seul moment où je fais des slides, c'est pour, certaines, propales, tu vois? Parce que c'est toujours bien d'avoir un truc un peu visuel, pour montrer des screenshots de courbes et cetera. Mais sinon, Google Sheet à fond et voilà, Google Drive, Google Sheet, Todoist, honnêtement, c'est à peu près tout, hein, je réfléchis. Ouais, franchement, c'est tout. Juste une question par rapport à ça. Est-ce que tu gères tes clients par jour, par, demi-journée, par créneau? Est-ce que tu as une organisation par rapport à ça? Alors en fait, non. Enfin, je gère plutôt par tâche, c'est-à-dire que, j'aime bien tout faire d'un coup. En fait, en début de mois, je vais faire, tous les briefs de contenu de chaque client, tu vois, un jour après l'autre. Ensuite, je vais faire toutes les campagnes de netlinking. Ensuite, je vais faire tous les reporting, toutes les factures. En gros, ça se fait plutôt comme ça. Et après, enfin, dans les faits, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si je dois faire les briefs de contenu pour tel client, mettons que j'en ai, je sais pas, 8 à faire. En général, ça peut me prendre, 2 matinées, tu vois? Parce qu'on n'a pas trop parlé de l'organisation vraiment de ma journée en tant que telle, mais je travaille essentiellement le matin, hem, voire un peu début d'après-midi, mais j'aime bien, être libre dès le début d'après-midi. Donc en général, tu vois, les briefs de contenu, ça va me prendre 2 jours sur un même client. Les campagnes de netlinking, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc je peux en faire 2 en une matinée en général. Et puis les reporting, c'est pareil, facture, ça va pas mal vite aussi, quoi. OK. Tu gères combien de clients aujourd'hui? Bah, alors là, c'est pas très représentatif parce que justement, je suis dans une période où je suis en train de faire des propals pour en trouver de nouveaux. Mais en général, je suis plutôt, on va dire à 5, 6 par mois à peu près. Mais là, tout de suite, je dois être à 2 ou 3, tu vois? Est-ce que tu peux nous dire combien tu gagnes en moyenne? Alors sur, l'auto-entreprise, donc qui est liée vraiment à la presta, client, en presta client pur et dur, je crois que je dois être, aux alentours, en moyenne de 5 000 de CA par mois, mais juste là-dessus. Après, j'ai la partie, réseaux sociaux. Nickel, ça fait très bonne transition. Quel statut est le plus adapté pour démarrer? Tu as dit c'est, micro-entreprise. Ouais, en fait, bon, du coup, bah, voilà, c'est vrai qu'en France, on a un contexte où, on va pas se on va pas se cacher, on prend quand même, pas mal de taxes et cetera. Bon, c'est le jeu. La micro-entreprise, c'est un peu une petite exception qui est très cool pour commencer, où, les taxes sont pas énormes, énormes, surtout que vous avez l'acre au début, donc c'est une aide.
Vous allez payer globalement en cotisation, à peu près, je sais plus, je crois que c'est 22, un truc comme ça. Vous pouvez avoir, l'impôt sur le revenu libératoire aussi au début, qui est plutôt cool. Donc globalement, c'est un truc allégé en taxes. Le seul truc, c'est que le défaut de ça, c'est déjà qu'il y a un seuil de chiffre d'affaires à ne pas franchir 2 années de suite. Je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse, aux alentours des, 70 000 €, un peu plus. Vous pouvez pas déduire vos charges, en fait. Donc c'est pas un truc, qui permet de scale, et c'est pas un truc non plus qui permet de faire, tout ce qui est e-commerce où il y a beaucoup de charges liées à ça. Mais en freelance SEO, c'est vraiment bien en prestation de service parce que, bah, du coup, voilà, les premières années, de là à faire, 77 000 € de chiffre d'affaires 2 années consécutives, bon, il y a un peu de temps déjà et en général, vous avez pas énormément de charges, surtout si, vous faites en sorte de limiter au maximum le prix lié aux outils SEO. Donc ça peut être possible avec des petites magouilles, je sais qu'il existe les groupes buy. Il y a moyen aussi d'utiliser des solutions gratuites, comme, Keyword Planner, ça enfin même la SERP en fait, hein, franchement, voilà. Bon après si vous pouvez même, si vous bossez en agence avant, il y a moyen que vous ayez toujours accès au compte, de l'agence, si elle est, si elle est au courant et qu'elle veut bien et cetera. Donc ça peut je sais que ça ça existe et que ça aide pas mal de freelance aussi. Donc voilà, si vous arrivez à limiter vos charges, en bref, ça peut être, très, très cool. Et aussi autre astuce, moi c'est pour ça aussi qu'à la base enfin c'est une des raisons pour lesquelles, j'ai toujours segmenté la partie, prestat, netlinking et budget d'achat de liens et en fait j'ai jamais touché moi le budget d'achat de liens. Parce que du coup, comme on est taxé sur le chiffre d'affaires, on n'a pas trop intérêt à faire un max de chiffre d'affaires et cetera. Enfin, à gonfler artificiellement son chiffre d'affaires. Donc ce que j'ai toujours fait, c'est que le client a toujours mis son budget d'achat de liens sur les plateformes et moi juste, je me suis connecté, je l'ai dépensé, quoi. J'ai jamais, touché ça, sinon j'aurais été taxé dessus, c'est un peu bête et ça m'aurait, rapproché du seuil des chiffres d'affaires pour rien, en fait. Donc voilà, donc micro-entreprise très, très cool. Franchement, juste faire attention à ses charges, à pas trop en avoir et puis après, il y a moyen d'être quand même très rentable, en France avec ça, quoi. Encore une transition parfaite. Tu as parlé d'une erreur, c'était sur netlinking à éviter. Ça a été quoi les plus grosses erreurs que tu as faites? Bah, en fait, moi, je considère pas avoir fait d'erreur, en fait, mais ça, c'est plus, c'est pas que j'ai tout fait parfait, pas du tout, c'est juste un peu ma philosophie, je pense que tout arrive pour une raison, tu vois? Et que dans tous les cas, tu en tires des leçons. Ce qu'on pourrait, assimiler à des erreurs, tu vois? Ce serait le fait que, je sais pas, j'avais lancé mon tout premier site, j'ai fait de la merde en SEO dessus, tu vois? J'ai testé plein de trucs, traduction de contenu, machin, content spinning, des trucs dégueux. Bon, bah, voilà, ça a pas marché, le site, il a pas pris comme il aurait pu prendre si j'avais tout fait bien dès le départ. Mais je pouvais pas savoir, ça m'a appris, ce qu'il fallait faire, tu vois? Et maintenant je fais plus ça. Donc voilà. Autre erreur aussi, alors là, c'est pas d'un point de vue SEO, mais ça c'est d'un point de vue acquisition. Je t'avais parlé de la phase, mais c'est pareil pour moi, c'est juste une étape presque obligatoire. Ma phase en début de freelance où j'étais un couteau suisse, où je proposais, j'avais pas de positionnement précis, je proposais plein de trucs, de la rédaction de posts LinkedIn, du copywriting, du Facebook Ads, de la rédaction web, de la rédaction SEO, bref. Mon acquisition, c'était full automatisation un peu de masse, dégueulasse, voilà. Bah ça, aujourd'hui, si je faisais ça demain, ce serait une erreur parce que j'ai vu que ça marchait pas, mais en soi, ça m'a permis de voir que ça peut marcher, parce que ça m'a permis de trouver des clients quand même, mais qu'à terme, c'est pas forcément le plus sain et ça nécessite de dépenser de l'énergie et puis d'avoir des prospects pas qualifiés, enfin bref. Donc ouais, je dirais que c'est ça, hein, faire du SEO, crade et faire de la prospection, et avoir un positionnement crade, quoi. Tu bosses tout seul toi aujourd'hui? Ou tu as recruté? Non, non, je bosse tout seul, c'est un truc qui me tient à cœur de bosser tout seul pour l'instant. J'aime bien avoir la flexibilité, maximale, en fait. Donc en fait, la seule personne avec qui je travaille, c'est qu'avec Antoine, on a quelqu'un qui s'occupe, un peu de notre podcast MVP. Donc juste montage du podcast, publication, découpage, en short et cetera avec un outil et à part ça, j'ai pas d'intermédiaire, tu vois? Franchement, même pour ma chaîne YouTube perso, je fais tout seul, j'ai comme tu vois le format de vidéo, il y a pas énormément besoin de montage, donc
donc ça roule, quoi. Ouais, non, non, très smart. Et du coup, comment tu gères l'équilibre vie perso et vie pro? Mais avant que tu répondes à ça, déjà, tu as fait combien de pas depuis qu'on discute? Bah, attends, je vais te dire, là, je pense que en vrai, j'ai dû en faire plus de 10 000 là. Attends, je vais voir. Bah, là, sur la journée, je suis à 15 000, mais j'ai déjà marché ce matin. Donc, j'ai dû en faire, allez 9 000 on va dire, quoi. Et petit aparté, mais c'est pas du tout sponsorisé par les, walking pads, mais est-ce que tu conseilles à quelqu'un de travailler là-dessus? Franchement, oui, après, bah, ça dépend de vos objectifs. Hem, Moi, dans tous les cas, d'un point de vue purement santé, j'en aurais pas besoin parce que je vais déjà marcher le matin dehors et cetera. Donc le côté, marcher tous les jours pour sa santé, il est déjà coché pour moi. Mais, c'est une dépense, calorique, constante sur la journée et ça permet vraiment de faire énormément de pas. Et en fait, c'est un peu la mode, en ce moment en muscu. Je sais pas si ça te parle, mais, la marche, tu vois, c'est vraiment le truc, en mode, ça brûle des calories, pas autant que la course à pied, à la minute, hein, forcément, mais c'est pas traumatisant pour les articulations, c'est pas trop chiant, tu vois? Il y a très, très peu de contraintes. Du coup, bah, moi, je le fais pour ça, pour vraiment optimiser la dépense calorique et permettre me permettre de manger, bien comme il faut, sans, prendre trop de fat ou de perdre du poids. Donc ouais, carrément, si c'est votre objectif, moi je recommande. Ou même pour les gens qui, en général, n'ont pas trop le temps de marcher dans la journée, mais qui ont le luxe de bosser de chez eux, bah, franchement, c'est bien. Et d'un point de vue, focus, parce que je sais que c'est un peu la question, mais est-ce que c'est facile de travailler en marchant? Là, tu vois, on discute, donc ça se fait bien, même si je crois que j'ai un début d'extinction de voix, donc je galère un peu, mais sinon ça va. Et pour, taffer, en vrai, ça le fait très bien, mais il faut juste pas mettre trop vite. Faut vraiment pas mettre trop rapide. Je crois que je marche à c'est l'équivalent de 3 km/h, c'est vraiment, vraiment, pas rapide et heu et ça marche bien. J'arrive bien à me focus, tout roule. Cliquez sur le lien en dessous pour le comparatif de tapis de marche. Voilà. Alors la question c'était comment tu gères l'équilibre vie perso et pro quand tu as, ton taf en agence, tu fais aussi de la création de contenu tous les jours et tu bosses tout seul? Quand j'avais mon taf, mon taf, en agence, c'était une galère, hein. C'était vraiment, quand je bossais en agence et que je faisais tout en même temps, c'était hardcore. Mais là, aujourd'hui, j'ai un rythme plutôt équilibré. En fait, bah, je peux faire ma journée type, de toute façon, ça va se faire en 2 secondes. Je me réveille à 7:00, à 7:40, je pars marcher 1 heure dehors, tu vois, pour me réveiller. Donc là, je fais, petit podcast ou petite musique. Ça me fait vraiment du bien. Je reviens, je commence à bosser, du coup, en général vers, 9 heures à peu près. Je bosse, jusqu'à 12:30 sur, mes top prios. Donc, bon, bah, là, tu vois, on a le podcast, mais sinon, en général, c'est plutôt, presta client à fond. Donc, mes briefs de contenu et cetera, les grosses missions de la journée. Je vais manger à 12:30. Vers 13:30, ce que je fais, c'est que je rebosse, donc, le tout en marchant évidemment et je vais faire mon post LinkedIn. Souvent, je fais mon post LinkedIn du jour juste après manger. Je vais checker tous mes emails, WhatsApp et cetera pour au moins répondre à tout ça une fois dans la journée. Je vais checker un peu les réseaux sociaux, donc mes notifs, sur les différents réseaux, LinkedIn, X. Je vais checker les commentaires, YouTube récents, que ça soit sur ma chaîne perso ou MVP pour, vraiment, tout, liker, répondre à tout et cetera et puis après, bah, globalement, soit j'ai encore des trucs à faire ou soit je pars au sport. Et je reviens après, tu vois, je fais des grosses, grosses séances de sport, je reviens le soir et le but, c'est que quand je reviens du sport, j'ai plus rien à faire parce que je m'éteins, à la salle, littéralement, j'en peux plus à chaque fois. Donc j'ai déjà testé de garder un petit truc à faire le soir, genre post LinkedIn et j'ai aucune motivation. Genre, j'ai envie de bâcler le truc, tellement j'en ai marre et j'ai juste envie de chill le soir. Donc en fait, maintenant, je fais en sorte d'avoir tout fini avant le sport. Je fais le sport, je rentre et le soir, c'est plutôt, divertissement, tranquille, où je vois des potes ou voilà, quoi. Magnifique. C'est important de le souligner que quand tu t'as fait en agence, c'était pas du tout la même routine. Et moi, c'était exactement pareil quand j'ai commencé l'édition de site et qu'à un moment, j'ai bossé en agence et j'avais l'édition de site à côté. C'était des journées de je sais pas combien d'heures à se coucher tard, à travailler à fond. Mais ces journées-là, elles nous ont permis d'être où tu es aujourd'hui et où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a pu se créer cette routine parfaite. Tu vois, c'est exactement la même chose. Moi, je termine de taffer à 3-4 heures. Bon, là, exceptionnellement, il y a le podcast, mais
on sait créer cette routine, mais par contre, on n'a pas commencé comme ça. Donc ne commencez pas directement avec, en pensant que vous allez, passer votre journée comme ça parce qu'au début, en général, c'est quand même un autre monde. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je viens d'y réfléchir, mais je crois que c'était une période où j'avais pas mal de dettes de sommeil, genre j'étais fatigué un peu au quotidien, mais j'étais énergique parce qu'en fait, j'étais excité par le SEO, en fait. Je sais pas si ça te faisait ça? Bah, j'imagine, mais tu sais, tu es là, tu apprends, tu poses plein de questions la journée à des mecs seniors, tu découvres un peu, tu fais tes premières prestats, tu as tes premiers résultats. Tu rentres, tu dis: «OK, quand je rentre, faut que je fasse ça, faut que je travaille un peu mon branding, faut que je travaille le SEO de mon propre site» et cetera. Et donc je crois que je tenais vraiment à l'excitation, quoi. Et c'était une période où, j'étais en couple et aussi, je faisais du sport. Donc j'ai jamais lâché la salle de sport. Mais par contre à ce moment-là, j'avais pas du tout les séances que j'ai aujourd'hui, c'était pas la même intensité, pas la même durée et puis même j'y allais, 3 fois dans la semaine, donc ça va, ça se cale bien quand même, entre les week-ends et la semaine, mais ouais, c'était pas le même délire. Non, c'était pas le même. Et du coup, dernière question, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer en tant que consultant SEO et qui regarde cette vidéo? Bah franchement, lancer un site. Parce que je sais que c'est pas tous les consultants SEO qui font ça et ça peut paraître paradoxal, mais il y a vraiment pas mal de enfin, je sais pas quel pourcentage, mais il y a des consultants SEO qui bossent en agence, même depuis plusieurs années, qui ont jamais lancé un site à eux, hein. C'est et moi je trouve ça, abusé parce que, enfin, c'est la base de la base, je sais pas, mais après, on peut être compétent avec de la presta et cetera, hein, c'est sûr, on peut obtenir des super résultats, mais lancer un site de zéro, déjà, tu bénéficies pas de l'autorité de départ du site et cetera. Tu as pas les mêmes moyens. Donc je trouve que ça apprend aussi peut-être à aller à l'essentiel en SEO, tu vois? Quand tu as fait du SEO pour quasiment 0 € et que tu as eu des résultats sur tes propres sites, après je pense que tu es plus, dans une dynamique un peu 20-80, loi de Pareto, quelles actions apportent quels résultats, le plus de résultats. Peut-être oublier les actions un peu superflues qui prennent trop de temps et je trouve ça trop bien. Donc franchement, je dirais travailler sur ses propres sites, travailler son personal branding parce qu'à long terme, ça reste le moyen d'acquisition, le meilleur en fait, où ça arrive tout seul, où les gens viennent pour vous, où les gens, ont déjà envie de faire du SEO. Parce que c'est ça aussi quand on prospecte, au final, vous allez parler de SEO à des gens qui peut-être, ils savent même pas ce que c'est pas du tout leur priorité, peut-être qu'ils ont pas le budget et vous allez prendre le temps de faire des calls et tout avec eux. Donc voilà, vraiment, lancer son site et bosser son branding à long terme, c'est les 2 actions je trouve qui payent le plus, quoi. 100. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, créer son propre site, au-delà de trouver des clients en tant que freelance, ça va vous permettre aussi de trouver un travail en agence facilement. Et je parle en connaissance de cause dans le sens où j'avais postulé pour, je crois 8 agences et mon site, m'a fait recruter dans, il me semble, 4 agences sur 8 et j'ai eu le choix, du coup, de choisir entre ces 4 et c'était mon site qui avait fait ça. Parce qu'en fait, la personne voit, tu es en entretien, elle voit que tu as appliqué et c'est pas juste de la théorie. Tu as vraiment appliqué des choses et ils peuvent voir avec leurs outils si tu te positionnes ou pas. Donc, à 100 là-dessus et personal branding, bah, complètement, 100. C'est trop puissant le site et même si vous avez pas des résultats SEO incroyables, juste montrer qu'en fait vous êtes motivé, que vous avez maintenu une discipline, une cadence de publication SEO sur un site, que vous avez effectué telles actions SEO, dire même pourquoi selon vous elles ont pas marché et cetera. Juste ça montre que vous êtes un profil curieux qui va dans le temps progresser et même ça a de la valeur même si, dans votre GSC il y a juste la courbe, violette des impressions et pas celle, bleue des clics, quoi. Top. Eh ben, écoute, Paul, merci à toi. Si tu peux juste nous dire où on peut te retrouver? MVP, paulgrandjean.fr. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, pour ceux qui veulent apprendre le SEO globalement, vous tapez mon nom dans YouTube, il y a ma chaîne, Paul Vengeon où je fais, tout ce qui est SEO en partage d'écran et cetera. Pour ceux qui aiment bien écouter des podcasts, bah, il y a le podcast MVP. Alors pareil, il faudra peut-être taper MVP Paul Vengeon dans dans Spotify ou YouTube parce qu'il y a d'autres trucs MVP, donc on n'a pas choisi un nom, mais bon voilà. Et puis voilà, sinon LinkedIn, Twitter, LinkedIn, je poste, tous les jours de la semaine des trucs un peu fun ou des petits tips. Et puis pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a ma newsletter, mais vous trouverez ça, en description YouTube de mes vidéos et cetera. Magnifique. Bah, écoute, Paul, merci à toi pour ton temps. Merci beaucoup pour l'invitation, franchement, c'était top. Allez, on se dit à bientôt. Ciao.
Donc comme je t'ai promis, au début, cette vidéo était très complète. Maintenant, s'il y a des questions qui sont restées sans réponse, tu peux les mettre en commentaire et que ce soit Paul ou moi, on répondra à celles-ci le plus rapidement possible. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras cliquer dans la description, il y aura 2 liens sur le guide complet pour devenir consultant SEO ainsi que les meilleures formations pour débuter en SEO. Et bien évidemment, il y aura tous les liens par rapport à Paul, c'est-à-dire où le retrouver sur LinkedIn, sa chaîne, son podcast, etc. Mais avant de partir, pense bien à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos.